Ça marche pas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet majeur chez les personnes atteintes d'une lésion médulaire qui se sondent, les infections urinaires. Je vous propose, le temps que tout le monde se connecte, de commencer et de se présenter. Je suis Marianne Javaudin, responsable marketing sonde chez FSK, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nora Cambourian, infirmière conseil chez FSK, et Marie-Lucie Gibourg, chef de produit sonde chez Hollister. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis Nora Cambourian, je suis infirmière conseil depuis 3 ans pour la société FSK. J'ai un parcours où j'ai travaillé 15 ans en service de chirurgie neuro-urologique à l'hôpital Lyon-Sud pour ceux qui connaissent, et 1 an en hôpital de jour où je gérais des patients atteints de problèmes urinaires, que ce soit du cancer de la prostate au cancer de la vessie, en passant par de la neuro-urologie, tous les patients blessés médulaires, sclérose en plaques, etc. Voilà, pour ma part. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis donc Marie-Lucie Gibourg, comme l'a déjà dit Marianne. Ça fait 9 ans que je travaille chez Hollister avec une longue expérience côté stomathérapie. Et ça fait maintenant quelques mois que j'ai rejoint la sonde, le business de la sonde. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous partager aujourd'hui, de revenir avec vous sur les caractéristiques des sondes et en quoi elles peuvent vous aider à prévenir les infections urinaires. Voilà, et puis répondre à vos questions que vous pourriez avoir sur l'utilisation du matériel. Exactement, et en parlant de questions, merci pour cette transition. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous participez à un webinaire, mais vous avez à votre droite un chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. On est surtout là avant tout aujourd'hui pour y répondre. Donc, on prendra le temps de traiter toutes les questions que vous aurez. Ce que je vous propose, comme je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se sont connectées, c'est de commencer avec la présentation de FSK et comme ça laisse encore le temps au dernier de se connecter pour arriver au moment où on rentrera dans le vif du sujet. Donc FSK, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes prestataires de santé à domicile. Prestataire de santé à domicile, en fait, depuis 30 ans, on accompagne des patients stomisés et atteints de troubles de la continence et on vient en relais de l'équipe professionnelle de santé que vous avez en établissement ou hôpitaux ou centres de rééducation. On est vraiment là pour prendre le relais à domicile et faire votre suivi. Depuis 30 ans, c'est plus de 200 000 patients que nous avons accompagnés et pris en charge. Concrètement, cette prise en charge, c'est la livraison de votre matériel médical à domicile et sans frais tous les mois. Et comme c'est bientôt les vacances, c'est déjà commencé, sachez qu'on vous livre aussi sur vos lieux de vacances. C'est aussi toute la partie gestion administrative avec les organismes payeurs. Et ce qui fait vraiment la différence pour FSK versus les autres prestataires de santé, c'est que nous avons créé les parcours patients. Les parcours patients, c'est une prise en charge personnalisée à chaque profil patient et adaptée donc pour répondre à tous vos besoins tout au long de la vie, notamment quand vous êtes blessé médulaire et que vous êtes patient chez FSK, on vous propose Navigator qui est un service gratuit. Ce service, c'est une équipe experte qui est là pour répondre à toutes vos questions, joignable par téléphone et par mail. C'est aussi une plateforme avec de nombreux articles qui sont rédigés par des professionnels de santé sur divers sujets. Ça peut être des sujets cliniques, les escarres, les douleurs d'épaule, l'hyper-réflexie autonome. Ça peut être aussi des sujets plus sociétaux ou comment faire une pratique de sport, comment reprendre le travail ou comment pouvoir partir en vacances. Voilà, tout ce qui va être des astuces pour la mobilité. Et ce sont aussi des partenaires. Notamment, nous avons une partenaire ergothérapeute que pour certains, vous connaissez déjà, qui propose un bilan des aides techniques à 2 mois et demi après votre retour à domicile et qui pourra refaire justement un point complet sur votre environnement pour toujours vous apporter des solutions pour améliorer votre quotidien. C'est vraiment notre mission, c'est rendre votre vie plus digne et plus gratifiante. Donc, si vous avez des questions sur FSK, vous n'hésitez pas à vous connecter sur le site ou à nous envoyer des mails.
Et puis, je vous propose maintenant de passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les infections urinaires. Et pour commencer, je vous propose un sondage. Souhaiterais savoir, et nous souhaiterions savoir, combien d'infections urinaires vous avez eues ces 12 derniers mois. Donc, je vous envoie le sondage, vous pouvez répondre, et après, on regardera ensemble vos réponses, donc c'est anonyme, et on rentrera dans le sujet avec quelques chiffres, justement, des infections urinaires chez les patients. Je vois les premières réponses que vous verrez aussi tout à l'heure. Donc, une seule, entre 2 et 3, entre 3 et 5, ou plus de 5. Si vous êtes professionnel de santé, vous pouvez aussi répondre en estimant notamment les patients que vous avez. Si vous avez une notion du nombre d'infections urinaires qu'ils ont en moyenne par an. Je vois qu'il y a encore des réponses, donc je laisse un peu de temps. Ça bouge. Vous ne voyez pas, hein, je suis la seule à voir l'information. Tout à fait. Tout à fait. Ah. Le suspense est insoutenable. Je pourrais fermer, mais là, il y a encore des gens qui votent. Et c'est vrai que ça nous donne une tendance. On verra après qu'en moyenne, chez les patients atteints d'une lésion médulaire, c'est 2,5 infections urinaires par an. Et que chez 5 à 10% de ces patients, on est à plus de 3. Donc, c'est vraiment, du coup, ce qu'on disait, un sujet majeur et une vraie préoccupation. Ok, je ferme, hop. Et normalement, vous devez voir les résultats. Ce qu'on constate, c'est que 67% des répondants ont entre 2 et 3 infections urinaires, ou eu en tout cas entre 2 et 3 infections urinaires ces 12 derniers mois. Et 22% ont eu plus de 5, ce qui est quand même un chiffre qui est assez important. Alors voilà, ça nous permet de rentrer dans le sujet. On disait qu'il y en avait en moyenne 2,5 par an. Il y en a plus de 3 par an chez 5 à 10% des patients. C'est un sujet grave et majeur parce que c'est aussi la première cause de consultation et de réhospitalisation. C'est aussi la première cause de morbidité. Et Nora, je veux bien que tu nous rappelles à tous ce qu'est cette notion de morbidité. Alors, en fait, la morbidité, c'est quand on prend une population donnée qui a une pathologie ou une maladie qui est représentée par cette pathologie, par cette population, et que l'on prend dans cette population le nombre de personnes, justement, qui ont eu, par exemple, des infections urinaires. Et on va dire, par exemple, un patient sur 2 a fait une infection urinaire. Donc, derrière, on dit qu'il y a 50% de la population qui a un risque de morbidité par rapport à cette cause qui est l'infection urinaire. Ce sont à peu près, dire, simple, entre guillemets. C'est aussi, et on l'a noté, c'est dramatique, mais la deuxième cause de mortalité. Tout à fait. On y reviendra un peu plus tard parce que c'est vrai que ça peut entraîner des hospitalisations. Enfin bref, on va revenir un peu sur le sujet. Je regardais juste dans le chat et j'ai quand même un patient qui dit en avoir plus de 12 par an. Donc, on reviendra aussi sur le sujet des infections urinaires à répétition. En tout cas, merci pour votre participation. On continue avec, en fait, les infections urinaires chez les V6 qu'on appelle neurologiques. Alors, en fait, on dit qu'à peu près 70% des patients qui sont porteurs d'une vessie neurologique, la plupart du temps qui s'autosondent, ont ce qu'on appelle une bactérie asymptomatique. C'est un gros mot pour dire qu'en fait, normalement, une vessie, entre guillemets, saine ne comporte pas de bactéries. On dit que quand on va venir faire des gestes comme le sondage intermittent, qui est un geste invasif, on a une colonisation de bactéries qui est présente. Alors, on dit donc que les urines ne sont pas stériles, mais ces bactéries qui sont là ne provoquent pas de symptômes. C'est-à-dire que si on faisait une analyse d'urine, on verrait effectivement qu'il y a des bactéries, mais le patient, donc vous n'avez pas de symptômes associés, c'est-à-dire pas de fièvre, pas de fuite, pas de spasticité, etc. Il y a cependant certaines bactéries qui peuvent entrer dans la vessie, donc comme c'est noté, lié au sondage intermittent, lié à la lésion neurologique que vous avez, à l'immunodépression, ce qui est fatigue également,
Et il peut y avoir des bactéries un petit peu plus rares, un petit peu plus difficiles à traiter qui peuvent se trouver dans vos urines et qui, du coup, vont créer ce qu'on appelle une microbiote résistante. Et donc là, on va être sur des bactéries qui vont être plus difficiles à gérer s'il y a une infection urinaire avec des symptômes derrière. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre la colonisation et l'infection. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des bactéries, des bactéries qui sont présentes dans vos urines, derrière, pour l'instant, on sait que la vessie est colonisée, donc il y a un risque plus élevé que vous fassiez des infections urinaires. Tant qu'il n'y a pas de symptômes, pour l'instant, on fait comme si c'était, entre guillemets, rien passé. En parlant des bactéries résistantes. Alors, on sait que sur, par exemple, 444 CBE qui ont été faites chez 287 blessés médulaires, on retrouve plus de 30%, c'est quand même assez important, de bactéries qui sont résistantes à au moins 2 familles d'antibiotiques. C'est-à-dire que pour certains patients, il va y avoir déjà une partie des antibiotiques qu'on ne pourra pas leur proposer, parce que les bactéries qui sont présentes et qui vont potentiellement créer des infections urinaires sont résistantes à certains antibiotiques et à au moins 2 familles. Donc, en gros, une vessie neurologique a de nombreuses bactéries, c'est la colonisation. Et dans ces bactéries, en général, il y a déjà des bactéries résistantes qu'on n'aura pas possibilité de soigner avec des antibiotiques. Pas n'importe quel antibiotique ou, comme on le reverra après un peu plus loin dans la présentation, des antibiotiques des fois par voie intraveineuse. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu le cas, où on est obligé d'aller sur des antibiotiques plus forts pour pouvoir traiter ces bactéries présentes. Ok, donc ça, c'est pour le contexte et ce qui explique pourquoi les infections urinaires sont plus fréquentes chez donc un patient qui est atteint d'une lésion. Ok. Vous n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat aussi, si vous voulez, si vous avez besoin de plus de précision sur certains sujets cliniques, vous nous le dites. Là, on va du coup voir un peu les facteurs de risque et les symptômes et bien comprendre, en fait, après, est-ce qu'on pense avoir une infection ou pas? Qu'est-ce qui peut nous aider pour identifier tout ça? Donc, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en compte sur l'infection urinaire. Les patients qui s'autosondent peuvent quand même présenter ce qu'on appelle des résidus post-sondage. En fait, vous vous sondez et malgré le fait que vous soyez sondé, si on avait à contrôler ce qui reste dans la vessie, il reste des urines. Ces urines qui restent et qui sont présentes, ça fait comme un petit lac avec des moustiques. Et bien là, les bactéries, c'est les moustiques. Et en fait, ça va venir proliférer et donc potentiellement créer une infection urinaire plus facilement. On a également le risque de micro-lésions urothéliales. Alors ça aussi, c'est un gros mot pour dire qu'en fait, quand on insère la sonde sur la paroi de la vessie, en fait, la sonde peut venir taper dessus et en fait créer des lésions qui, au fur et à mesure, peuvent fragiliser la vessie, favoriser la venue des bactéries et donc derrière, créer des infections urinaires. Et on sait également que ces bactéries, chez les patients neurologiques, ainsi que les sédiments qui sont présents dans la vessie, peuvent, et c'est des patients, et vous êtes des patients qui peuvent faire des calculs urinaires plus fréquemment que d'autres. Et donc, ces calculs, c'est pareil, ça a beau être créé par le corps, ça reste un corps étranger. Et donc, ça favorise également les infections urinaires. Je reviens juste sur le résidu post-sondage. Il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en compte. Il y a effectivement la morphologie de la vessie. Des fois, on a des vessies qui sont un petit peu en arrière. Il peut y avoir ce qu'on appelle des diverticules, une sorte de petite poche à côté de la vessie qui s'est créée et qui peut contenir des urines. La typologie de la sonde, c'est-à-dire la sonde que vous utilisez, si elle est trop courte ou pas, le nombre d'œils ou d'œillets qu'elle présente pour vidanger la vessie, votre position quand vous allez faire votre sondage, si vous êtes assise, allongée ou debout. L'absence de repositionnement de la sonde, c'est-à-dire que normalement, quand on fait l'autosondage, quand on fait le repositionnement de la sonde, quand on fait son autosondage, en fait, on enlève la sonde et il ne faut jamais l'enlever trop rapidement. Donc, c'est ce qui est écrit après le geste trop rapide. Parce que sinon, en fait, on ne vidange pas les différents niveaux de la vessie. Et donc, pareil, on risque de garder des urines qui peuvent favoriser la venue des bactéries et leur prolifération. Alors, je t'arrête là. Arrête-moi donc. Parce qu'on a des questions. Déjà, donc je lis, pas forcément le sujet aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est prévu en termes de tri des déchets? Donc ça, peut-être que Marie-Lucie, tu pourras revenir, on se le note, sur la partie sonde. C'est une très bonne question. Tout à fait.
Et donc, je continue sur cette même question. Je mets les cartons FSK et les boîtes au listeroterie, mais qu'en est-il des emballages des sondes? Donc, on reviendra sur ce point. L'odeur est un symptôme. On reviendra aussi juste après, justement, dans la slide d'après, on va venir sur ce sujet. Cette colonisation n'en reste pas moins gênante. Ça, en fait... elle est gênante dans le sens où vous avez un facteur de risque qui est plus élevé, en fait. Parce que du coup, du moment où il y a des bactéries, ces bactéries peuvent ne pas se réveiller et vous laisser tranquille et vous allez faire que 2 infections urinaires par an. Et puis, chez d'autres patients, avec des fois des choses associées, d'autres pathologies, une fatigue intense, etc., ou des bactéries, comme on a dit, multirésistantes, qui vont vraiment être plus difficiles à traiter, et bien, vous allez avoir un risque plus élevé de pouvoir faire des infections urinaires parce que vous avez déjà des bactéries dans la vessie, même si elles dorment et qu'elles, pour l'instant, elles ne sont pas méchantes. Et je continue encore avec les questions. Donc, j'ai une vessie neurologique et j'ai eu ma première injection de Botox il y a 1 mois. Malgré cela, j'ai fait une infection urinaire il y a 2 semaines. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait de faire une injection de toxine, c'est un geste qui est invasif. Donc, forcément, comme même peut-être que vous avez eu une analyse d'urine à faire avant et que vous étiez sous antibiotiques, si vous n'étiez pas sous antibiotiques, en fait, le geste en lui-même peut fragiliser un petit peu la vessie et son intérieur. Et donc, souvent, après ce genre de geste, on peut faire des infections urinaires qui ne sont pas forcément liées, on va dire, à la problématique du sondage ou autre, mais peut-être plus au geste invasif et au fait que justement votre vessie elle était colonisée et les bactéries se sont réveillées parce qu'il y a eu une fragilité à ce moment-là et un geste. Ok, et une autre question. Vous nous dites, si quand on répond aux questions, il y a encore des choses que vous voulez. Voilà, exactement. Et une autre question. Bonjour, je présente 12 infections par mois, dont 8 pyélo avec 8 sondages, donc charrière 14 et charrière 16 par jour. Certains ont-ils déjà testé le hyaluryle sur vessie neurologique, entérocystoplastie, reflux? Je suis à ma première installation autofinancée, à voir les éventuels bénéfices dans 3 mois. Je peux dire. Alors, je ne connais pas le hyaluryle. Donc là, si je comprends bien, donc Natacha, vous avez une entérocystoplastie. Ah, merci. Je ne savais pas que je pouvais voir là. Vous avez une entérocystoplastie. Donc, effectivement, sur les entérocystoplasties, donc, sûrement que vous vous sondez par un Mitrofanov, vous vous sondez au niveau du ventre. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais en tout cas, effectivement, il peut y avoir une histoire de reflux au niveau des reins. Il peut y avoir effectivement derrière la vessie qui est un petit peu plus colonisée parce qu'on a pris un bout d'intestin pour faire la nouvelle vessie ou pour, on va dire, compléter la vessie si vous avez eu un agrandissement de vessie. 12 infections par mois, c'est énorme, en plus avec des pyélonéphrites. Donc là, on va toucher au haut appareil urinaire, c'est assez important. Vous avez des bonnes sondes dans le sens où la charrière 14 et la charrière 16 sont des sondes qui sont adaptées au sondage sur des entérocystoplasties. Après, je pense qu'il faudrait peut-être refaire le point avec soit votre urologue, soit votre médecin qui vous suit, parce que 12 infections, c'est énorme et qu'il faut trouver déjà quelle bactérie, si c'est toujours la même ou pas, donc définir quelle bactérie vous embête, et puis refaire le point justement sur peut-être ce qu'on va parler après, si vous n'êtes pas encore concerné, tout ce qui est ce qu'on appelle antibiocycle avec des protocoles d'antibiotiques pour protéger. Et là, je pense qu'il faut refaire le point avec votre urologue parce que là, il faudrait vraiment avoir la totalité de votre dossier pour peut-être comprendre plus. Après l'instillation que vous avez faite, effectivement, il faut attendre de voir si effectivement, dans les mois qui vont venir, vous faites moins d'infections ou pas. Peut-être qu'on verra à la fin si on peut récupérer votre contact pour peut-être approfondir la situation qui est assez particulière. J'ai plein de conseils à vous donner, mais du coup, peut-être qu'effectivement, par téléphone, ça sera plus simple. Ok, donc on récupérera, on vous donnera l'adresse sur laquelle nous écrire et donc on va continuer. Il y a juste Gaëtan qui répondait par rapport à l'injection de Botox que il avait fait un ECBU avant et qui était négatif. En fait, comme Gaëtan, vous avez fait une ECBU qui était négative, vous n'avez pas eu d'antibiotiques, ce qu'on appelle en prophylaxie, c'est-à-dire en prévention du geste invasif.
Le truc, c'est que quand on fait un geste invasif et qu'on a une vessie qui est colonisée, on a plus de risques derrière de faire une infection urinaire. Souvent, on dit que c'est dans les 15 jours qui suivent le geste, donc vous y êtes pile. Maintenant, il faut attendre de voir les prochaines semaines, une fois que là, vous avez sûrement été traité, mais il faut voir les prochaines semaines, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres infections urinaires. Et là, vous verrez vraiment l'effet de la toxine. Alors, je vous propose justement d'aller sur les signes d'une infection urinaire. Et on va revenir justement à l'odeur dont parlait le patient. En fait, on sait que tout patient qui s'autosonde, et notamment les patients blessés médulaires, on sait que si on avait une analyse d'urine à faire, on trouverait des bactéries. Ces bactéries-là qui sont présentes, on le dit depuis le début, souvent elles dorment et elles ne sont pas embêtantes, elles ne créent pas forcément d'infection urinaire. Il y a des signes cliniques qui vont vous permettre de dire là, j'ai un symptôme d'infection urinaire ou je n'en ai pas. Il y a quelques signes urinaires qui sont avant-coureurs d'une infection urinaire. C'est tout ce qui est fuite urinaire entre, par exemple, 2 sondages. Donc, vous vous sondez à 8 heures et vous vous sondez à midi, par exemple. Et entre ces deux sondages, vous avez des fuites plus ou moins importantes et qui vont se réitérer sur la journée. Les urines vont être troubles. Vous allez voir, elles vont être un petit peu concentrées, elles ne vont pas être limpides, il peut y avoir des dépôts à l'intérieur. Souvent, effectivement, ce n'est pas noté, mais elles peuvent être malodorantes. Alors, si vous utilisez par exemple des sondes 7, donc des sondes avec sac, des fois, lorsque vous allez vider votre sac, vous allez vous rendre compte de l'odeur. Si vous utilisez la sonde directement devant les toilettes, par exemple, sur votre fauteuil, mais devant les toilettes, et vous n'utilisez pas de sac, vous allez de toute façon sentir l'odeur. La pollakiurie, en fait, c'est des envies d'uriner fréquentes. Alors, chez le blessé médulaire, on va plus parler d'hyperactivité vésicale qui va créer effectivement des fuites urinaires et des besoins de se sonder peut-être plus fréquents. Ça, ce sont des signes urinaires qui peuvent être avant-coureurs de l'infection, mais qui ne sont pas forcément à traiter avec des antibiotiques. C'est là l'importance du sujet aujourd'hui. Vous pouvez avoir des signes, ce qu'on appelle extra-urinaires, c'est-à-dire qu'au-delà des problèmes urinaires, donc l'odeur, le fait qu'elle soit trouble, les fuites, vous pouvez être amené à avoir plus de spasticité ou de contracture que vous n'avez d'habitude. Une fatigue intense, l'hyperréflexie autonome que vous connaissez, avec les symptômes qui vont avec, l'hypertension, les malaises, les sueurs, etc. Des céphalées, des maux de tête. Ça, des fois, c'est souvent un signe avec les fuites urinaires et les urines troubles qui montrent qu'il y a un début d'infection urinaire. Ensuite, le symptôme le plus important et celui sur lequel on va vraiment axer notre discours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hyperthermie, c'est la fièvre. C'est-à-dire que souvent, on fait une infection urinaire, ce qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire avec des symptômes, quand on a plus de 38,5. On sait que chez certains patients, notamment quand on a eu une lésion, certains patients ne font pas de fièvre. C'est-à-dire que derrière, ils vont avoir des signes urinaires, des signes extra-urinaires, mais 36, 37, 37,5, peut-être 38, pas plus. Donc, des fois, la fièvre est un bon symptôme pour montrer qu'effectivement, il y a une infection urinaire, mais des fois, il y a certains patients, j'ai beaucoup de mes patients qui me disent « Ah oui, mais moi, la température, ce n'est pas un signe chez moi parce que je n'en fais jamais. » Donc, ça, c'est aussi bon à savoir. En attendant, en résumé, si on a donc la présence de bactéries, parce qu'on sait que la vessie est colonisée, mais qu'en même temps, on a des symptômes, donc ces symptômes qui sont ici, c'est un début ou une infection urinaire, surtout s'il y a de la fièvre. Donc, les bons réflexes à avoir, et après, je reviendrai, on a encore des questions, et du coup, il y a des éléments qu'on n'a peut-être pas évoqués là, comme le Botox, etc., donc on pourra revenir dessus. Voilà. Alors, quand on commence à faire une infection urinaire, normalement, le premier réflexe à avoir, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse d'urine, une ECBU, qui doit parler un peu à tout le monde, je pense, pour vérifier les germes qui sont présents dans la vessie. Tant que les symptômes sont aux prémices de l'infection, qu'il n'y a pas encore de température, on peut gérer cette infection urinaire sans forcément avoir besoin d'antibiotiques. Parce qu'on sait que les antibiotiques, à force d'en prendre, à force de traiter des infections, des analyses d'urine où il n'y a pas forcément
de symptômes vraiment importants, on va créer ce qu'on appelle ces bactéries multirésistantes et ces résistances aux antibiotiques. Donc, par exemple, moi, j'ai des patients qui m'appellent et qui vont me dire, voilà, Nora, ça fait depuis hier, mes urines sont un peu troubles, j'ai quelques fuites urinaires entre mes sondages, qu'est-ce que je fais? Prenez votre température, je n'en ai pas. OK, donc la première chose à faire, ça va être de s'hydrater. Boire pour pouvoir, entre guillemets, laver la vessie de ces bactéries qui sont présentes et qui commencent à se réveiller. Et si on augmente la boisson, donc si on augmente l'hydratation, on va forcément augmenter les sondages. Donc souvent, on peut être amené à faire 1 voire 2 autosondages de plus par jour pour vraiment, ce qu'on appelle vulgairement, laver la vessie de tout ce qui est à l'intérieur et qui pourrait potentiellement créer soit derrière une pyélonéphrite, c'est-à-dire une atteinte, une infection au niveau des reins, donc sur le haut appareil, soit effectivement de la température assez élevée, avec effectivement derrière aussi une possibilité d'avoir beaucoup de fatigue, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Si les symptômes persistent ou si température pour les patients qui peuvent être sujets à cela, effectivement, là, il va y avoir besoin, on va pas attendre, on va quand même s'hydrater effectivement parce qu'avec la température, on a tendance à perdre de l'eau. On va consulter. On va faire une analyse d'urine à ce moment-là pour identifier le ou les germes présents qui créent l'infection urinaire symptomatique, donc avec des symptômes. Et donc, là, si besoin, on va traiter avec des antibiotiques. Bien entendu, on va traiter avec des antibiotiques qui sont efficaces sur les bactéries qui ont été identifiées. La plupart du temps, on parle d'antibiogramme, vous devez connaître. Donc, c'est la liste de tous les antibiotiques qui sont sensibles ou résistants aux germes que vous allez rencontrer. Et donc, le médecin, l'urologue, le médecin traitant, etc., va vous donner le bon antibiotique. Ce qui est important, c'est que une infection urinaire symptomatique sans température, elle n'est pas obligatoirement traitée par antibiotiques, mais chez certains patients, on peut être amené à avoir quand même une petite cure d'antibiotiques à faible dose. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur des gros antibiotiques comme ceux qui sont connus, le Bactrim, qui est un antibiotique qui est assez fort, par exemple, mais on peut être amené à proposer des antibiotiques comme, par exemple, le Monuril ou la phosphomycine, qui est ce qu'on appelle un antibiotique à large spectre et qui va permettre de diminuer la prolifération des bactéries sans non plus créer des résistances à force d'en prendre. J'espère que je suis claire pour tout le monde. En tout cas, derrière, donc l'antibiothérapie, la plupart du temps, c'est 5 jours. Et même si les symptômes commencent à diminuer, on prend bien ces antibiotiques jusqu'au bout, parce que ça aussi, ça peut créer des résistances. Souvent, au bout de 2 jours, on n'a plus de symptômes. On se dit, chouette, c'est bon, j'arrête les antibiotiques. Et en fait, non, parce que derrière, les bactéries peuvent revenir vous embêter, mais surtout derrière, elles vont créer une résistance parce que vous ne les avez pas assez tuées avec ces antibiotiques. Ce qui est important aussi également, c'est que derrière une infection urinaire qui a été traitée par des antibiotiques, il n'y a pas de nécessité de refaire un contrôle par analyse d'urine, donc par ECBU. Tout simplement parce que depuis ce qu'on dit depuis le début de la présentation, c'est que de toute façon, votre vessie, elle est colonisée par des bactéries. Donc, on va en retrouver. Donc, si vous refaites une analyse d'urine, vous allez trouver des bactéries, même si elles ne sont pas porteuses de symptômes. Et le but, c'est déjà parce que ça n'a pas d'intérêt, et deuxièmement, parce que derrière, on ne va pas traiter ces bactéries qui sont présentes, étant donné que l'antibiothérapie de 5 jours a fait son job et que derrière, vous n'avez plus de symptômes. Donc, on va revoir après vraiment les gestes à avoir au quotidien, mais il y a surtout, et tu le disais, des choses à ne pas faire, notamment tout ce qui va créer le fait d'attaquer, de prendre des antibiotiques qui vont attaquer les bactéries qui ne sont pas celles forcément qu'on doit traiter et qui du coup vont créer toute cette résistance. Souvent, on a fait une infection urinaire il y a 3 mois. On a pris de l'oflocète, de l'ofloxacine, qui est un des antibiotiques assez connu dans les infections urinaires. Et puis, 3 mois après, je commence à avoir des symptômes type fuite, urine malodorante. Et on est samedi, il n'y a pas de médecin, on ne va pas forcément aller aux urgences pour ça, on est bien d'accord. Et donc, je me dis, tiens, je vais prendre un peu d'oflocète en attendant lundi.
Là, en fait, avec cette automédication, premièrement, vous n'êtes pas sûr que les antibiotiques soient adaptés aux germes que vous avez actuellement, qui n'est peut-être pas le même que vous avez eu il y a 3 mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, vous allez effectivement, à force de faire ça, au fil des années, vous allez créer une résistance aux antibiotiques. Et donc, votre petit antibiotique Loflocet ne va plus fonctionner. Et derrière, vous allez être obligé d'avoir des antibiotiques beaucoup plus forts, type antibiotiques par perfusion, qui vont des fois nécessiter soit une hospitalisation, parce que derrière, on sait qu'il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des difficultés à faire ces transferts, il peut y avoir effectivement des difficultés à s'autosonder, soit des perfusions à la maison également, mais qui vont du coup, vous allez devoir avoir des perfusions, donc rester à la maison pour les avoir, passage d'infirmière à domicile, etc. On sait que souvent, les médecins traitants ont une méconnaissance un petit peu de toutes ces analyses d'urine qui sont positives sans symptômes. Donc, les bons réflexes à avoir aussi, c'est vous de pouvoir donner les informations aux professionnels de santé qui vous entourent. Que si vous faites une analyse d'urine et que vous n'avez pas de symptômes, d'être capable de dire non, je n'ai pas besoin d'antibiotiques, je vais m'hydrater un peu plus, je vais augmenter un sondage éventuellement ou je vais simplement surveiller effectivement ma température. Ça, c'est une chose importante. En sachant que les analyses d'urine, pourquoi on les fait? On fait des analyses d'urine, par exemple, parce qu'on va avoir un examen. Le bilan aérodynamique, que vous connaissez, une cystoscopie, où on va aller voir l'intérieur de la vessie, une injection de toxines. Là, vous allez faire une CBU, alors vous n'avez pas de symptômes, on est d'accord? Vous allez forcément, soit comme Gaëtan, retrouver une infection, une CBU négative et donc ne pas avoir d'antibiotiques, soit on va retrouver une infection urinaire asymptomatique, c'est-à-dire que le CBU va être positif, mais que vous n'avez pas de symptômes. Simplement, comme vous allez avoir derrière un geste invasif, on va faire ce qu'on appelle de l'antibioprophylaxie. Donc, on va protéger ce geste avec 5 jours d'antibiotiques, donc 2 jours avant le geste, le jour même et 2 jours après, pour éviter justement le risque d'infection urinaire post-examen. Ensuite, si on fait une analyse d'urine, qu'il n'y a pas de symptômes réels, qu'il n'y a pas de geste prévu, on va simplement éviter d'en faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, ce n'est pas une indication de faire une analyse d'urine si on n'en a pas besoin. Et souvent, en ville, on va faire des analyses d'urine par précaution, par prévention, parce qu'on a peur de l'infection urinaire, parce qu'on a peur que justement les bactéries qui nous ont colonisés se réveillent. Et donc, des fois, on va faire des analyses d'urine. Et là, on va prendre des antibiotiques qui ne sont pas nécessaires. D'autant plus que souvent, sur le relais ville-hôpital, souvent, on a des ordonnances qui sont faites pour avoir une analyse d'urine, par exemple, qu'on puisse la faire pendant 1 an, justement pour ne pas avoir à retourner à l'hôpital ou à retourner chez son médecin traitant. Là, à ce moment-là, l'ordonnance, c'est bien que vous l'ayez effectivement, pardon, parce que derrière, si vous avez le moindre souci, un vendredi après-midi, vous n'arrivez pas à joindre votre médecin traitant, vous pouvez aller faire vous-même votre analyse d'urine, mais il ne faut pas que ce soit un réflexe qui devienne après derrière délétère pour vous et qui vous entraîne dans des antibiotiques à répétition. Tout simplement parce que, comme on le dit et qu'on le dit encore, le risque, c'est la résistance aux antibiotiques. Quand les antibiotiques à la maison ne fonctionnent plus par voie orale, souvent, il y a un risque d'hospitalisation derrière. On fait le distinguo entre BMR et BHR, qui sont des sigles qu'on utilise beaucoup en tant qu'infirmière, en tant que professionnelle de santé à l'hôpital. On sait que BMR, c'est bactéries multirésistantes, donc c'est des bactéries qui ont été capables de muter suite à des prises d'antibiotiques assez importantes. BHR, c'est des bactéries hautement résistantes, donc celles-ci, elles sont encore plus méchantes que les premières, parce que celles-ci, elles vont être vraiment, on va dire, dans la possibilité d'être éradiquées avec des antibiotiques souvent que par perfusion et des antibiotiques très forts qui peuvent aussi beaucoup vous fatiguer. Alors là, on va reprendre certains commentaires ou questions dans le chat. Donc, j'ai notamment, tu peux d'ailleurs l'ouvrir de ton côté, une vessie neurospina, donc avec de nombreuses infections par mois en charnière 18 béquier, et ils ne savent pas la raison du pourquoi il y en a autant. Et donc, il y aura un examen à Rennes avec la vidéo. Oui. Est-ce
que tu peux nous expliquer un peu cette vidéo et l'objectif? Alors, je pense que, José, vous allez avoir ce qu'on appelle une vidéo aérodynamique. Si je me trompe, n'hésitez pas à le noter dans le chat, mais le but, en fait, c'est de faire comme un bilan aérodynamique, mais en plus de faire le bilan, de faire en même temps des clichés radiologiques pour voir un petit peu comment fonctionne votre vessie au remplissage, Oui, c'est ça. vérifier s'il y a des reflux, ce qu'on appelle des reflux urétéro-vésicaux, qui sont des reflux directement dans les reins, parce qu'on sait qu'en fait, on a nos reins, nos deux reins, nos uretères, notre vessie, notre urètre. Il y a une sorte de valve anti-reflux naturelle qui fait que normalement, les urines ne peuvent pas remonter dans les reins. Sauf que quand la vessie, il y a trop de pression à l'intérieur, ou que ce qu'on appelle la compliance de la vessie, c'est-à-dire que la vessie normalement se remplit sans pression, dès qu'elle commence à avoir trop de pression la vessie parce qu'elle a une lésion suite à la lésion médulaire souvent ou que c'est une vessie neurologique, il peut y avoir un reflux dans les reins, quelle que soit la quantité qu'il y a dans la vessie. Et donc, quand on fait comme ça des reflux vésico-urétéraux, assez fréquemment, forcément, on va envoyer les bactéries qui sont dans la vessie dans les reins et donc provoquer des infections urinaires également à répétition. Donc, c'est vraiment le même principe que le bilan aérodynamique, sauf qu'il y a des clichés radio en plus pour voir un petit peu comment se remplit la vessie. Je faisais ces examens quand j'étais à l'hôpital Lyon-Sud. On le faisait autant sur des patients qui avaient des Mitrofanov, qui avaient des vessies neurologiques, que des patients qui avaient des hyperactivités vésicales pour voir un petit peu comment fonctionne la vessie et voir justement s'il y a effectivement, par exemple, des fois une ouverture du col vésical trop importante ou ces fameux reflux avec les urines qui remontent dans les reins. Donc, c'est très bien que vous ayez cet examen. Ça va peut-être un petit peu ouvrir des causes ou des solutions pour vous, José. Et donc, José, il fait un autre commentaire. Pour un homme, il est dit traité comme prostatite, donc 14 à 21 jours. Alors, effectivement, quand on fait une prostatite, c'est une infection urinaire qui est un petit peu plus longue à traiter. On n'est effectivement pas sur 5 ou 7 jours. On est sur entre 14 et 21 jours d'antibiotiques. Ça va dépendre du germe. Ça va dépendre de la prescription de l'urologue. Mais effectivement, c'est beaucoup plus long qu'une infection urinaire classique, entre guillemets. Alors après, donc on a Fabien qui nous dit que son urologue lui conseille de faire des injections de Botox et il pose aussi une question par rapport aux relations sexuelles. Est-ce que ça peut avoir un impact du coup sur les infections urinaires ou le nombre d'infections urinaires? Alors, vous ne ferez pas plus d'infections urinaires en ayant du Botox. Vous n'en ferez pas moins. Il faut voir un petit peu comment ça va marcher un petit peu dans votre quotidien. Il faut trouver la bonne dose de la toxine, etc. Après, derrière, c'est surtout avoir des réflexes, des bons réflexes au niveau hygiène. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des rapports sexuels, il est bon de se sonder, de s'auto-sonder avant pour vraiment éviter le risque d'insertion de bactéries. Donc, le sondage est important. Effectivement, s'il n'y a plus de fuites urinaires, parce que si vous faites des injections de toxines, souvent c'est parce qu'il peut y avoir des fuites entre les sondages ou que la vessie est trop hyperactive et que vous ayez besoin de vous sonder souvent. Le fait effectivement de faire de la toxine va calmer un peu cette vessie et donc éviter ces fuites. Et forcément, derrière, il est possible que si vous faites bien vos sondages avant les relations sexuelles, vous fassiez moins d'infections urinaires. Alors, j'ai un autre commentaire. Donc, c'est le Monoril. Donc, c'est un sachet pour une semaine. Donc, j'imagine que toi, tu connais. Voilà. Natacha, donc c'était par rapport à tout à l'heure les différentes questions qu'on avait. Donc, sur les bactéries multirésistantes, j'ai une BLSE multirésistante depuis 6 ans qui génère des cures d'antibio par cycle de 21 jours sous Tazobactrim. Et c'est vous qui faites 12 infections urinaires par an. Par an. Ouais. Ah, 12 par mois, je me dis, ça fait beaucoup. Ouais. Dans tous les cas, 12 infections par an, ça fait beaucoup aussi. Effectivement, en fait, quand on a ce qu'on appelle une BLSE, qui est une bactérie hautement résistante, on a plus de risques de faire des infections urinaires à répétition parce que forcément, les antibiotiques simples ne vont pas éradiquer la bactérie. C'est-à-dire que la bactérie, à chaque fois, on va la calmer avec des antibiotiques, comme par exemple le cycle de Tazobactrim, mais derrière, elle sera toujours présente dans votre vessie. Et donc, forcément, ce genre de bactérie peut se réveiller plus souvent, peut se réveiller plus méchamment et donc créer des infections urinaires à répétition comme vous avez là.
vous avez peut-être, Natacha, au-delà de ces cures d'antibiotiques, peut-être des antibiotiques à prendre une fois par semaine en plus, ce qu'on appelle l'antibiocycle ou des protocoles, comme par exemple, il est connu, c'est le protocole de Garches, où on va prendre, comme là le dit Michel, on le prend une fois par semaine. Souvent, on prend 2 antibiotiques différents, un dimanche sur deux, merci. Un dimanche sur 2, on prend par exemple le Monuril le dimanche pair. La semaine d'après, on prend l'Oflocet et on reprend le Monuril le dimanche d'après, etc. Et ça permet en fait d'avoir ce que je vous disais tout à l'heure, des antibiotiques à faible dose. Donc, on ne va pas créer de résistance, mais en même temps, on va protéger cette flore qui est présente dans la vessie pour éviter qu'elle se réveille. On a Catherine qui dit, peut-on se soigner autrement sur le long cours? Et en fait, ces protocoles... C'est ces protocoles-là qui peuvent être effectivement... alors, c'est bien entendu à voir avec votre professionnel de santé, soit votre urologue, soit votre médecin de physique et adaptation qui vous suit, qui peut vous diriger quand il y a vraiment beaucoup d'infections urinaires comme ça, qui peuvent vous diriger vers des infectiologues qui, derrière, vont préconiser souvent ces protocoles-là qui vont permettre effectivement d'éviter les infections urinaires à répétition. Après, ce qui est important, c'est que, ce qu'on dit depuis le début, les infections urinaires qui restent sans température, elles peuvent quand même être gérées avec les bons réflexes. Et les bons réflexes, ça va être vraiment la surveillance, l'hydratation, l'augmentation des sondages. Et bien entendu, comme l'a dit, je crois, José, je ne suis pas sur le bon truc. Oui, c'est José qui le dit et il a raison. C'est vrai que c'est très important d'avoir une ordonnance de CBU d'avance parce que moi, c'est quelque chose que je fais faire aussi pour mes patients. Parce que derrière, ça permet effectivement d'éviter le vendredi après-midi, quand il n'y a plus la secrétaire, de ne pas avoir d'ordonnance et de ne pas pouvoir faire l'analyse d'urine. Après, le but de ce webinaire aujourd'hui et que nous soyons ensemble, c'est vraiment de vous dire, attendez d'avoir les bons symptômes et surveillez vos symptômes et surtout, apprenez à vous connaître avant d'aller faire une analyse d'urine où on va vous traiter, où vous allez avoir des antibiotiques qui ne seront pas forcément adaptés à ce moment-là. J'espère que je suis claire pour tout le monde. Et du coup, là, tu as parlé d'hydratation, des règles d'hygiène. Là, petit récapitulatif sur toutes les bonnes pratiques. Et d'ailleurs, vous pourrez télécharger ce document synthétique pour ne pas oublier en fait, les bons réflexes à avoir au quotidien. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ce qui est important, effectivement, c'est l'observance, c'est-à-dire le nombre de sondages que vous devez faire, cette régularité qui est importante, le nombre à effectuer qui a été déterminé souvent lors de votre bilan aérodynamique. Après, des fois, quand entre 2 bilans aérodynamiques, des fois que l'on va faire tous les ans, la vessie peut devenir un peu plus hyperactive, etc. On sait qu'on va adapter. C'est un peu le rôle que j'ai dans la société FSK, je vous l'expliquerai après. C'est de pouvoir justement donner ces conseils qui vont vous permettre derrière de pouvoir savoir s'il faut rajouter un sondage, surveiller les quantités d'urine que vous avez avec ce qu'on appelle un calendrier mictionnel qui va vous permettre de vérifier que votre vessie n'est pas trop pleine, que vous avez des quantités urinaires toutes les 5 heures qui sont supportables. Ce qui est important également, c'est l'hydratation, qu'on va effectivement adapter au temps. Le soleil est en train d'arriver, la chaleur aussi. Donc, on sait qu'on va augmenter la boisson parce qu'il va faire chaud. Donc, on va aussi adapter ces sondages en fonction de son hydratation. On sait que l'eau est à privilégier. On se fait quand même plaisir, mais on évite de boire trop de café, trop de thé, trop de soda, trop d'alcool, trop de boissons énergétiques parce que ce sont des irritants pour la vessie et ça peut provoquer des hyperactivités plus importantes au niveau de cette vessie qui est neurologique. Au niveau de l'hygiène, on sait que les bactéries le plus souvent passent par les mains. On se lave les mains, plus important, à l'eau et au savon. Si on n'a pas la possibilité d'avoir un point d'eau à ce moment-là, on peut utiliser du gel hydroalcoolique. On sait qu'après 5 nettoyages avec les mains, avec du gel hydroalcoolique, il faut se relaver les mains derrière. Ça, c'est important parce qu'après, on a une pellicule sur les mains et du coup, le gel hydroalcoolique n'est plus efficace. On fait une toilette intime une fois par jour, la plupart du temps quand on fait sa douche. Il n'est pas utile de pratiquer une toilette avant chaque sondage. On peut éventuellement sur les sondages extérieurs, si on n'est pas à l'aise ou si on a peur que ce ne soit pas complètement propre, utiliser des lingettes. Les lingettes, il faut qu'elles soient pH neutres. Par du temps, on dit des lingettes pour bébé.
des lingettes qui ne contiennent pas d'additifs ou de produits chimiques. Et bien entendu, ce qui est vraiment déconseillé, c'est d'utiliser un désinfectant ou un antiseptique au niveau soit de la verge, donc sur le gland, soit au niveau de la muqueuse des femmes, parce que derrière, on va enlever la flore protectrice qui est présente tout autour de notre peau et qui permet justement, cette flore protectrice qui présente des bactéries, va permettre justement de lutter contre la venue des bactéries plus méchantes. On utilise aussi une sonde qui nous convient, qui nous permet d'avoir le bon geste, qui nous permet de vider sa vessie correctement, qui est pratique pour vous. On va lutter contre la constipation, parce qu'on sait que quand le transit n'est pas correct, les bactéries qui sont présentes au niveau de l'anus, qui sont présentes au niveau du fait aussi que vous avez votre flore protectrice, mais vous avez des bactéries qui du coup peuvent proliférer plus facilement dans l'intestin et avec les sondages se diriger vers la vessie. On sait aussi que si on a l'intestin plein, ça va venir appuyer sur la vessie et donc forcément aussi ça peut embêter au niveau des sondages. Pas d'automédication, ça c'est important. C'est pas parce que j'ai une boîte d'antibiotiques à la maison que je commence à faire une infection urinaire que je prends les antibiotiques. Ils ne sont pas forcément adaptés aux germes qui va vous embêter à ce moment T. Et bien entendu, un suivi régulier par votre professionnel de santé. Au fur et à mesure du temps, même si vous êtes habitué, même si vous faites 6 sondages par jour, des fois, il peut y avoir des choses qui peuvent changer. La vessie peut être un petit peu plus sensible, un peu plus douloureuse, une spasticité plus présente. Et ce suivi régulier va vous permettre derrière de pouvoir adapter et justement de contrecarrer tous ces problèmes d'infection urinaire. Alors, tout à l'heure, on parlait justement du protocole de Garches ou des protocoles antibiotiques. Donc là, si je comprends bien et si je vois le chat, j'ai donc Natacha, David et Catherine qui ont ce type de protocole. Malgré cela, donc Catherine par exemple, nombreuses infections et très douloureuses. Natacha, j'ai l'impression aussi que voilà, ça fait 2 ans, injection de Botox, réimplantation irétérale, reflux passé de grade 4 à 5, j'imagine. Mais les pyélonéphrite avec 39/40 restent très fréquentes. Alors, il y a plusieurs choses. Sur tout ce qui est antibiotiques, de toute façon, c'est effectivement vu souvent avec les infectiologues parce que on a beau prendre des antibiotiques, on fait des infections urinaires. Ce protocole, il est là pour éviter que les infections urinaires et que les bactéries vraiment résistantes soient de plus en plus fréquentes. Ça n'enlève pas le fait que vous puissiez faire des infections urinaires. Des fois, il faut revoir son médecin pour refaire le point, voir si l'infectiologue peut proposer peut-être un autre protocole qui peut peut-être être plus efficace. Refaire le point, des fois refaire des examens, refaire un bilan urodynamique pour voir justement ces histoires de reflux, vérifier pourquoi vous faites des infections urinaires à répétition. L'injection de toxines. Alors l'injection de Botox, en fait, souvent on a des vessies, ce qu'on appelle vessie neurologique hyperactive. C'est-à-dire que la vessie, qui est un muscle, l'intérieur de la vessie va se contracter trop souvent, créer des fois des fuites urinaires, donner des envies d'uriner. Là, c'est plus pour les patientes qui ont que des hyperactivités vésicales, mais des envies d'uriner fréquentes qui vont derrière contraindre le ou la patiente à passer son temps à chercher des toilettes parce que en fait, les nerfs sont fragilisés et la vessie est vraiment très hyperactive et dès qu'il y a un petit peu d'urine dans la vessie, ça donne envie d'aller uriner. L'injection de toxines, c'est comme le Botox pour le visage. On va venir tendre le visage et là, on va venir lisser la paroi de la vessie pour éviter ces contractures et cette contractibilité trop présente. Et donc, derrière, souvent, il n'y a que l'autosondage qui va pouvoir vider la vessie. Derrière, les patients ont moins de fuites, moins de contractures, moins de spasticité, etc. C'est une injection qui se fait souvent en consultation, des fois au bloc opératoire, et qui va se réitérer tous les 6 mois pour bloquer cette vessie. Je ne connais pas Marie-Louise le vaccin. Je suis désolée, je ne peux pas vous en parler. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Et petite astuce de Hervé sur la ceinture qui est apaisante pour la vessie et qui donne un meilleur transit. Donc, potentiellement moins d'infections. Voilà, merci Hervé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une lingette pour chaque autosondage. Non, les dernières recommandations qui ont déjà quelques années
prouve qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire une désinfection à chaque fois parce que nous avons une flore protectrice sur la peau qui permet effectivement de protéger et d'éviter les infections urinaires. Trop de nettoyage, que ce soit avec de l'eau ou du savon, une lingette, une douche à chaque sondage, par exemple. Moi, j'ai des patients qui se lavent je ne sais combien de fois dans la journée. Ça va altérer cette flore et donc ça va favoriser la venue des bactéries plus méchantes et donc favoriser les infections urinaires. Le plus important, c'est vraiment le lavage des mains, parce que c'est par là que passe un maximum de bactéries. Et donc derrière, vous pouvez ne faire qu'une toilette par jour. Alors, il y a une autre question qui concerne justement les sondes. Donc, je propose qu'on passe justement aux produits. Donc, merci Marie-Lucie de nous éclairer en fait sur les conceptions des sondes et notamment tu pourras répondre donc, sur le tri des déchets. Et là, la question, c'est est-ce que les sondes peuvent irriter le col vésical et provoquer une infection urinaire ? Tout à fait. Alors pour commencer déjà, reprendre un petit peu l'histoire, parce que depuis les années 50 et la survenue des premières sondes sur le marché, les sondes pour sondage intermittent ont beaucoup évolué. La première révolution, ça a été l'avènement des sondes hydrophiles, donc qui sont lubrifiées. Et ensuite, la deuxième, ça a été la technique no touch. Et Hollister a mis pour ça sur le marché une sonde qui est protégée par une gaine qui permet de saisir la sonde n'importe où sur son corps. Et ce principe a depuis été largement copié jusqu'à devenir un élément aujourd'hui quasiment systématique, puisque la technique no touch a prouvé qu'effectivement, elle permettait à la fois un gain de temps et un gain de... Alors, effectivement, on le voit ici sur cette slide. Donc, il y a cette gaine qui va vraiment protéger tout le corps de la sonde. Mais au-delà de ça, il n'y a que la sonde Vapro qui est aujourd'hui brevetée et conçue pour offrir une vraie protection 100% no touch. 100% parce que grâce à son capuchon et son guide protecteur, on va vraiment protéger la sonde jusqu'à son extrémité. Et donc, c'est bien l'association gaine, guide, protecteur qui va permettre de protéger sur toute la longueur contre les contaminations de l'environnement, mais aussi contre les contaminations manuportées qui sont une source d'infection assez courante malheureusement. Et ce guide qu'on voit là en photo sur l'image va permettre de vous protéger, enfin plus précisément de protéger l'embout de la sonde qui va rester propre même si le guide touche votre cuisse ou vos vêtements ou autre chose. Et au-delà de ça encore, puisque ça n'est pas tout, le guide protecteur va aussi offrir une protection, il va faire bouclier contre les bactéries qui se situent en nombre sur le premier centimètre du méa. C'est ce qu'on voit ici sur l'écran. Vous avez un pénis qui est dessiné là plutôt dans le coin droite de la photo avec l'urètre et le méa urinaire dans lequel se concentrent 90% des bactéries qui se situent dans l'urètre. Et on voit que lorsque l'on insère une sonde Vapro, qui est donc protégée par ce guide, le guide va venir faire bouclier contre ce premier, au niveau de ce premier centimètre du méa et donc protéger la sonde lorsqu'elle va être insérée dans l'urètre pour éviter que la sonde n'entraîne avec elle les bactéries qui se situent à ce niveau-là. Donc, le guide va avoir un double effet. Comme son nom l'indique, il va permettre de guider la sonde lors de l'insertion dans l'urètre, mais il va aussi protéger la sonde contre toutes ces bactéries qui se situent à cet endroit-là en particulier. C'est vraiment une technologie, cette technologie 100% no touch qui a fait ses preuves, qui a démontré son efficacité puisqu'on a une étude comparative qui a permis de montrer que les sondes Vapro réduisaient la contamination microbienne à un niveau presque nul quand les autres sondes qui pourtant peuvent avoir une gaine, on s'est comparé à des sondes qui étaient également avec gaine et qui pour autant ont présenté jusqu'à 2400 fois plus de microbes lors du passage dans l'urètre. Donc, c'est quand même une avancée majeure pour la protection contre les infections urinaires.
Et au-delà de ça aussi, dans la présentation, donc on parlait de ce qui était résidu post-sondage, on a parlé des micro-lésions. Dans la conception des sondes, j'imagine que tout ça est aussi réfléchi. Absolument, absolument, puisque au-delà de la protection 100% no touch, il est effectivement important de prêter attention aux œillets de la sonde. Les œillets de la sonde, ce sont les trous qui se situent à son extrémité et qui sont très discrets à tel point qu'on peut facilement les oublier. Et pourtant, ils sont essentiels puisque c'est par eux que l'urine va s'écouler. Et donc, c'est eux qui vont permettre de drainer entièrement la vessie, à la fois les liquides, mais aussi tous les autres éléments que la vessie peut contenir, que ce soit du mucus, éventuellement quelques sédiments, parfois même des filaments de sang. Tout ça va pouvoir s'écouler par les œillets. Et donc, voilà, ils vont permettre de limiter le résidu post-mictionnel dont Nora a parlé précédemment et éviter aussi toutes les particules qui peuvent faire le lit d'infection urinaire également. Okay. Je vais peut-être montrer à l'écran à quoi ressemblent ces œillets pour qu'on voit bien de quoi on parle. Donc, c'est pas forcément évident parce que c'est une sonde voilà, transparente. Est-ce que vous voyez là le trou ? Oui. La particularité des œillets des sondes Vapro, c'est qu'ils sont arrondis. Et on avait une question par rapport à la possibilité que la sonde irrite le col vésical. Oui, les œillets, s'ils ne sont pas parfaitement usinés, parfaitement arrondis pour éviter de frotter et de léser la paroi vésicale, peuvent effectivement blesser un petit peu la paroi vésicale. Et donc, pour ça, Hollister cherche vraiment à prendre en compte ce risque. Et donc, on polit vraiment à la fois sur l'extérieur de la sonde, mais également à l'intérieur pour éviter que la paroi de la vessie ne soit lésée, ne soit irritée, même si ce ne sont que des micro-lésions, éviter ces micro-lésions. Et est-ce que là, on peut voir un peu la gaine ou... Bien sûr, absolument. J'ai Michel qui réagit en disant donc avec les sondes Hollister, le lavage des mains devient moins important. Alors, je vais laisser Nora réagir, bien sûr, mais effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez vous sonder, puisque on l'a dit, ce qui est important, c'est de pouvoir se sonder, de pouvoir respecter la fréquence des sondages et leur régularité. Et on sait que voilà, la vie quotidienne nous amène à être dans des endroits où c'est pas forcément évident d'avoir accès à un point d'eau, d'être dans un environnement propre, hygiénique. Et donc, la sonde Vapro va justement pallier à cet environnement qui peut être limitant et donc éviter effectivement les contaminations manuportées. Alors, pour autant, les recommandations restent quand même de se laver les mains. C'est important voilà, de prendre les précautions d'usage habituel, mais la gaine de la sonde Vapro va apporter une protection supplémentaire. Bon, moi, je n'ai pas besoin de dire, tu as tout dit. C'est bon, j'ai répondu correctement. Voilà. Et du coup, ce que l'on a pu constater auprès de nos utilisateurs, auprès des personnes qui ont l'habitude de se sonder, c'est que 50% d'entre eux, 50% des utilisateurs des sondes Vapro ont signalé des infections urinaires moins fréquentes lors de leur passage à ces sondes. Donc, c'est voilà, là encore, ce qui est le plus important, c'est quand même le retour des utilisateurs et là, c'est une enquête qui l'a montré. Mais au-delà de ça, il ne suffit pas non plus d'avoir une sonde qui soit protégée, d'avoir des œillets atraumatiques. Il faut aussi que le sondage puisse se faire facilement et partout. C'est ce que je disais juste avant. Ce qui est important, c'est de pouvoir respecter l'observance, respecter la fréquence de sondage. Et c'est la raison pour laquelle ces caractéristiques à la fois d'œillets arrondis et de protection 100% no touch se retrouvent également sur des sets de sondage, le set de sondage Vapro Plus Pocket, qui va intégrer une poche préconnectée dans un packaging discret et ergonomique pour vous permettre, encore une fois, de vous sonder, même si les
toilettes ne sont pas accessibles ou propres, même si vous êtes coincé dans un embouteillage, même si vous êtes limité dans vos mouvements pour vous transférer sur les toilettes, eh bien, vous avez, grâce à la sonde VaproPlus Pocket, la possibilité de vous sonder et d'être observant, quel que soit votre emploi du temps, quel que soit votre environnement. C'est une sonde, si tu veux bien juste 2 petites secondes revenir sur la slide précédente, que je puisse simplement donner quand même quelques indications sur la poche de recueil. Donc, c'est une poche de recueil qui est préconnectée pour éviter pour permettre de limiter un peu le nombre de gestes nécessaires au sondage. C'est une poche qui est prévue pour être facile à ouvrir, facile à vider. Vous avez une prédécoupe qui est prévue pour que ça se fasse facilement, des orifices aussi d'ouverture et de maintien de la poche prévus pour faciliter les gestes. Et donc, voilà, tout est vraiment fait pour que vous puissiez utiliser cette poche dans les meilleures conditions, sachant que en plus de ça, elle est transparente et clairement graduée pour faciliter aussi le suivi mictionnel. On l'a dit, Nora l'a dit, hein, il y a aussi, vous avez régulièrement aussi des examens qui vont nécessiter un suivi un peu plus précis de vos mictions, à la fois en quantité et puis pour surveiller l'aspect des urines. Et donc, cette poche transparente va vous permettre de le faire plus aisément, voilà, et en toute sécurité. Tu peux donc passer à la slide suivante, merci, puisque effectivement, pour revenir au fait que il est important de pouvoir se sonder n'importe où, que l'on soit chez soi ou à l'extérieur de chez soi, il faut aussi pouvoir transporter facilement ces sondes. Et pour vous aider, encore une fois, à être observant, on a prévu des packaging pocket, donc qui, comme ce nom l'indique, se glissent facilement dans une poche, pour vous permettre avoir toujours le nécessaire sur vous pour respecter les consignes de votre médecin et réaliser vos sondages absolument n'importe où, en toute discrétion. Voilà. Et d'ailleurs, pour ajouter encore à la discrétion, sachez que nos sondes sont lubrifiées uniquement à l'eau pour que ça ne tâche pas les vêtements et donc que ça s'évapore rapidement et que vous n'ayez pas à justifier d'une tache sur vos vêtements en sortant des toilettes. Alors, on parle de gamme tu vas parler de la gamme et j'ai du coup José qui dit que, en revanche, un charrière-limite béquillé ne me laisse pas trop de choix pour mes sondes. Alors, nous avons des sondes béquillées dans la gamme Vapro, sachez-le. Effectivement, on n'a pas forcément toutes les références, toutes les références citées ici disponibles en version béquillée, mais nous avons des choses qui existent. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de Lister éventuellement si vous souhaitiez tester ces sondes. Voilà, il existe des propositions aussi dans la sonde Vapro et la sonde Vapro donc se décline dans différentes sondes pour répondre à chaque cas de figure. Vous avez donc les sets de sondage VaproPlus ou VaproPlus Pocket avec des poches préconnectées, des sondes simples Vapro ou Vapro Pocket en format poche pour un sondage au-dessus des toilettes ou pour connecter à une poche collectrice suivant les usages. Et enfin, il existe des sondes Vapro F-Style et le set de sondage Vapro Plus F-Style qui sont un peu plus rigides pour des patients qui manquent un peu de dextérité et qui ont besoin d'une sonde un peu plus rigide. Alors, j'ai une question pour vous deux, de David et Loïc, on reviendra sur le cranberry tout à l'heure. Pour vous, est-il préférable de se sonder dans sa voiture ou dehors que de se sonder dans des WC communs à d'autres personnes, donc potentiellement plus contaminants ou avec un petit manque d'hygiène quand même, ou de propreté? Moi, je pense que le plus important déjà, c'est de s'organiser, c'est-à-dire d'être capable de savoir à quel moment je vais m'auto-sonder en fonction de mon organisation dans la journée. Si je sais par exemple que je dois partir faire des courses et que je ne suis pas sûre d'avoir forcément accès aux toilettes
du centre commercial, ne pas hésiter à s'autosonder avant de partir de la maison. Comme ça, au moins, déjà, on n'a pas ces questions à se poser. Ensuite, il n'y a pas... Enfin, même si vous êtes dans un toilette public, en fait, ce qui va être important derrière, c'est votre hygiène à vous, c'est-à-dire le lavage des mains. Parce qu'effectivement, vous allez ouvrir la poignée pour pouvoir rentrer dans la toilette, etc. Mais si vous avez bien nettoyé les mains et surtout qu'après, quelle que soit la sonde que vous utilisiez, vous évitiez de toucher le corps de la sonde avec vos doigts, que vous fassiez vraiment soit avec une gaine, soit avec un embout introducteur, soit avec une sorte de petit fosset ou ce genre de choses. Après, derrière, c'est vraiment de faire le geste pour que la sonde reste le plus stérile possible et on évite de rentrer des bactéries. Il n'y a pas pour moi de quelque chose de plus préférable, c'est aussi en fonction de vos habitudes. L'hygiène est le plus important. Et la fréquence de sondage, encore une fois, l'observance. Et oui, donc pour conclure sur cette gamme de produits, 93% des utilisateurs de sondes Vapro se disent protégés contre les infections urinaires, enfin se sentir protégés contre les infections urinaires. Et c'est vraiment notre objectif, c'est de rendre votre vie plus facile, avec moins de charge mentale, et la sonde peut vous y aider. Il me semble qu'il y a aussi un certain nombre de femmes dans nos auditeurs, et vous dire simplement que évidemment les femmes ne sont pas en reste. Elles peuvent utiliser ces sondes Vapro qui ont ces caractéristiques que je viens de décrire dans un format 20 cm qui est adapté aux femmes, mais il existe aussi une gamme dédiée qui s'appelle Infina, avec notamment la sonde Infina Chic que je vous présente en vidéo, qui est une sonde protégée dans un packaging rigide et qui va vraiment permettre un sondage très, très facile. La sonde est immédiatement accessible par ce godet auquel on peut connecter une poche directement avant même de la saisir. Et derrière, vous avez une sonde alors qui ne présente pas de gaine puisqu'on est sur un sondage à la visée qui va être un peu plus facile et limiter déjà de fait les infections manuportées. Et donc, elle est prête à l'emploi, pré-lubrifiée pour être directement insérée dans le méa urinaire. Et une fois terminé, une fois le geste terminé, on peut simplement venir repositionner la sonde dans son emballage pour le fermer. Et ça m'amène d'ailleurs, excuse-moi. Voilà, je pense que tu vas dire ce que j'allais te poser comme question. La question qui nous a été posée au départ, je n'ai pas noté le prénom de la personne, mais qui nous demandait ce qui pouvait être fait des emballages. Hollister effectivement réfléchit aussi à limiter autant que possible l'empreinte environnementale, et l'emballage de la sonde peut se jeter au recyclage puisque ce sont des matériaux recyclables de la même manière que les cartons de vos sondes par exemple, ou même le packaging en aluminium des sondes Vapro, puisque suivant les centres de tri, l'aluminium se recycle. En revanche, ce qu'on va mettre dans la poubelle commune, c'est le corps de la sonde qui, elle, va aller dans les déchets communs. Voilà. Merci pour ces précisions. Par rapport au set de sondage, une question de Michel. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement pour un ECBU à travers la poche ? Alors, je vais peut-être laisser Nora répondre. Alors, c'est des pratiques qui se font, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Alors, la poche en elle-même, elle est stérile. Donc, normalement, le contenu, donc les urines qui sont à l'intérieur, pourraient être utilisables. Sauf que souvent, le fait d'ouvrir le sac, de vidanger après derrière dans le petit pot, etc., on peut être amené à contaminer ces urines avec des bactéries qui n'ont rien à faire là. Donc souvent, il faut vous rapprocher du laboratoire d'analyse médicale pour voir avec eux comment peut être fait l'analyse d'urine pour que ce soit le plus proprement possible. Souvent, soit on fait avec une sonde sans sac et on fait directement dans le pot pour éviter d'apporter des bactéries inutiles et qui du coup vont contaminer votre analyse d'urine et donner des faux résultats. Mais il y a des patients, j'ai quand même des patients qui font leur prélèvement à travers la poche. C'est pas ce que les laboratoires et ce que les professionnels de santé recommandent forcément. Vas-y. J'ai vu 2 questions sur tout ce qui était phytothérapie
et huiles essentielles, Oui. etc. Et cranberry aussi. Voilà. Ouais. Alors effectivement, la canneberge, qu'on appelle cranberry, le démanose. démanose, ce qu'on appelle souvent la cranberry, la canneberge, ça marche bien parce que ça permet effectivement d'éviter les infections urinaires grâce à cet apport soit en gélule, soit en boisson. Il faut faire attention au dosage parce que souvent, il y a des dosages qui ne sont pas assez forts et du coup qui ne sont pas efficaces. Tout ce qui est autre, c'est-à-dire les traitements que vous pouvez trouver en gélule, la phytothérapie, les gummies, ce genre de choses, ça ne doit être qu'en plus. C'est-à-dire que le plus important pour éviter les infections urinaires quand même, ça reste l'observance, l'hygiène et l'hydratation. Et toutes ces choses-là viennent en plus pour vraiment éventuellement essayer de trouver ce qui vous convient et qui vous permette d'en faire peut-être moins. Si ça perdure, effectivement, il faut vous rapprocher de votre professionnel de santé qui s'occupe de vous. Donc, juste pour conclure, on a dépassé, et merci encore pour toutes vos questions et pour ceux qui sont encore connectés. Tu résumes en quelques mots ton rôle au sein de FSK pour les patients et bien pour sûr. les accompagner. Lorsqu'on prend en charge un patient en sortie de centre de rééducation, d'hospitalisation, de consultation, au-delà de délivrer le matériel, moi, je suis là, ainsi que mes collègues, parce qu'on est en national et qu'on est à peu près une trentaine d'infirmières sur toute la France. On est là pour pouvoir vous apporter donc du conseil, que ce soit sur vos habitudes de vie, sur la qualité de votre vie, sur les autosondages, sur tout ce qui est matériel. Le but, c'est effectivement de vérifier avec vous que vous fassiez bien les sondages au bon moment, que vous ayez bien compris comment cela fonctionne. On peut mettre en place des calendriers mictionnels qui permettent justement de voir si les sondages sont adaptés, s'il faut les augmenter, s'il faut les augmenter, les diminuer en fonction de la boisson, etc. On est là donc pour vous donner du conseil sur la surveillance, sur les bons réflexes à adopter. Vraiment être un petit peu votre personne de référence entre vous et l'hôpital, pouvoir faire le lien avec votre professionnel de santé, pouvoir répondre aux questions que vous pouvez vous poser, comme celles que vous avez là, qui ne vont pas forcément être... vous n'allez pas avoir une réponse si vous appelez un hôpital de jour, peut-être qu'elles n'auront pas le temps de vous répondre. Nous, on est là un petit peu pour vous donner tous ces conseils. Voilà, au-delà de délivrer le matériel, on est là pour ça. Moi, toute la journée, j'ai des patients au téléphone pour les soucis. Justement, je fais une analyse, je fais une infection urinaire. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont vos symptômes? Du coup, je vais orienter, je vais donner les bons conseils pour justement éviter des hospitalisations qui ne sont pas utiles, des analyses d'urine qui ne sont pas utiles. Voilà, c'est un petit peu mon rôle de tous les jours. Merci pour ce résumé. Merci Marie-Lucie pour la partie produit qui nous a éclairé. On comprend que les sondes Vapro répondent à tous les points qu'on avait vus, éviter la contamination des bactéries, bien se vidanger, etc. Et pour conclure, on vous a remis en fait les bonnes pratiques, mais vous pourrez télécharger le document où vous aurez toutes les infos un peu plus précises qu'on avait sur cette partie. Et surtout, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, un suivi clinique, l'avis de Nora pour vous accompagner ou voilà, pour avoir d'informations un peu plus cliniques, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse email navigator@fsk.fr qu'on vous remet dans le chat. Exactement. Et puis, on reste disponible. Donc, vous avez aussi un numéro 0800 qui est sur notre site fsk.fr. Donc, pour toute question sur notre accompagnement, sur des questions produits au lister, on vous renverra chez Marie-Lucie qui prendra le temps de répondre. Et pour nous, sur tout ce qui est accompagnement et informations diverses pour toujours améliorer votre quotidien. Merci beaucoup en tout cas, Marie-Lucie et Nora. Merci à FSK d'avoir organisé ce webinaire qui visiblement a rencontré un beau succès. Oui, et beaucoup de questions toujours sur un sujet majeur comme on le disait. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci. Et bonne soirée de disponible très vite. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci.